Au travers de cas concrets, je crois que c'est vraiment ce qu'on a essayé, ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, des choses très concrètes pour vous aider au quotidien. Donc au travers de cas concrets, ils vont vous partager des bonnes pratiques pour vous prémunir et savoir comment réagir face à ces menaces. L'objectif, vous l'aurez compris, au niveau de la mission d'éducation financière, ça va être de vous transmettre des connaissances, mais surtout susciter les bons réflexes en cas d'attaque. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour les personnes qui sont à distance. Également, vous aussi, personnes qui sont présentes dans nos locaux, on gardera à la fin de cette table ronde une quinzaine de minutes pour y répondre. Donc, pour illustrer ma première question, je vous propose de regarder cette courte vidéo qui va vous présenter une des menaces qui touchent les entreprises. Je ne vous raconte pas. La semaine dernière, l'entreprise a failli être la cible d'une arnaque. Et je peux vous dire, ils savent bien s'y prendre, ces escrocs. En ce moment, c'est un peu le rush. Je suis en pleine clôture de l'exercice comptable. Mon plus gros fournisseur m'informe par mail qu'il a changé de banque, précise ses nouvelles coordonnées bancaires et joint une facture urgente. La forme du courrier, la mise en page, la signature, tout portait à croire qu'il s'agissait bien de mon fournisseur. Mais ce qui m'a mis le doute, c'est que 2 jours avant, on s'était appelé au sujet de nouvelles commandes. Et là, il ne m'avait absolument pas prévenu qu'il changerait de domiciliation bancaire. Je décide de l'appeler. Et là, je tombe des nues. Il m'assure de ne pas avoir changé de banque ni envoyé de mail. Mais vous vous rendez compte? Bon, cette fois-ci, j'ai eu de la chance, hein. Mais à l'avenir, si je fais pas assez attention, ça risque de coûter cher. Comment se prémunir contre ce genre d'arnaque? Voilà, donc une courte vidéo d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube EducFi. Voilà, c'est vraiment des choses très pratiques et utiles pour vous aider dans la gestion de votre entreprise. Donc, messieurs, là on a un exemple en effet très concret d'une arnaque, on peut l'appeler, qu'on appelle arnaque au faux fournisseur. Donc en effet, on vous appelle, on vous dit je suis telle société, j'ai changé de rive, faites-moi un virement rapidement. C'est souvent voilà, un veille de week-end ou un peu comme l'actrice le dit actuellement dans la vidéo, en période de rush. Voilà, on vous presse pour pouvoir réaliser le virement. Donc je me retourne vers vous. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quelles sont les principales menaces qui touchent actuellement les entreprises et notamment les petites entreprises, et pouvez-vous nous donner des exemples très concrets comme on a pu le voir sur la vidéo? Lieutenant-colonel Lalloyer, je vous donne la parole en premier. Merci pour l'invitation, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente d'abord, je suis lieutenant-colonel Jean-François Lalloyer, j'appartiens à l'unité nationale cyber, qui est la transformation d'une unité qu'on avait en gendarmerie, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Mon rôle, c'est la connaissance de la menace et ainsi que la prévention et la sensibilisation. Au travers de l'exemple qui a été donné, qui est ce qu'on appelle communément dans le jargon une attaque man in the middle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se mettre entre 2 ordinateurs et qui va relever les informations qui passent sur le réseau et en détecter ce qu'il pourrait être intéressant d'exploiter. Cette attaque, c'est tout simplement une des attaques dont sont victimes les TPE, PME à l'heure actuelle. Pas la principale, puisque la principale reste le rançongiciel. Le rançongiciel, rappelons que c'est tout simplement un mode d'action des cybercriminels qui vise à crypter, d'abord extraire les données, effacer les sauvegardes, crypter les données et demander une rançon. Alors, récemment, une étude a montré que le taux de recouvrement des rançongiciels par les cybercriminels était descendu de 80% en 2019 à peine 30% cette année. Ce qui est expliqué par 3 choses. La première, la sensibilisation, la prévention. Voilà, on prend notre cheval de bataille tous les 3 assez régulièrement pour convaincre l'ensemble des acteurs économiques de l'importance de se sécuriser, d'avoir des process de sécurisation et de s'entraîner à ce genre de crise. Le rançongiciel, pourquoi il est aussi en baisse? Parce qu'on a structuré nos réseaux d'information. Le système d'information en lui-même, on l'a davantage durci ces dernières années pour pouvoir répondre à l'ensemble des menaces. C'est pour ça que le coût de la cybercriminalité
de la lutte contre la cybercriminalité a tendance à un petit peu être explosif ces derniers temps. Et enfin, le troisième point, et j'aime bien cette analyse, c'est qu'on a eu une perte de confiance en le cybercriminel. Sans tout. Moi, perso, j'ai jamais confiance en un criminel. C'est un criminel par naissance, hein, voilà, il cherchait à escroquer. Non, c'est tout simplement qu'avant, il avait une certaine déontologie, il donnait les clés de déchiffrement. Maintenant, il extrait vos données, il les revend, il crypte les autres données parce qu'il a envie de se faire payer, et puis il ne vous donnera jamais la clé de décryptage. Ce qui fait qu'au final, vous êtes toujours la victime, vous êtes toujours les grands perdants de cette situation. Voilà la principale menace qui pèse à l'heure actuelle sur les entreprises et qui est toujours explosive parce que, de mémoire, on a pratiquement 30% d'augmentation de ce type d'attaque tous les ans. Alors 30%, ça ne veut pas dire qu'elles réussissent tous. Mais quand elles réussissent, elles peuvent peut-être mettre à mal une société carrément pendant plusieurs mois. Là, j'ai vu qu'une des brasseries principales des Pays-Bas a été victime d'une cyberattaque. La production est à l'arrêt à l'heure actuelle. Bon, j'espère qu'en tant qu'installation critique, on aura envoyé l'ensemble des moyens nécessaires. Monsieur Botorel, est-ce que vous pouvez également nous citer des exemples concrets? Merci. J'espère que va redémarrer puisque tu es amateur de bière aussi. Bonjour à toutes et tous. Donc Marc Botorel, je suis le référent national cybersécurité de la Confédération des petites et moyennes entreprises et par ailleurs entrepreneur également puisque j'en suis à ma 4e société. Donc je suis aussi concerné d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière comme tout le monde. Moi je rebondis sur ce qu'a dit Jean-François, mais je pense que le meilleur commentaire sera celui de Cybermalveillance GouverFR, dont la CPME est un des membres fondateurs, puisqu'il vient juste de publier son rapport annuel et de l'état de la menace sur cette cible, justement, TPE, PME, collectivités et particuliers. Donc je te laisserai commenter, Laurent. Oui, effectivement, les rançongiciels, ça reste toujours un sujet d'actualité aujourd'hui, de manière beaucoup plus vaste peut-être que ce que l'on peut imaginer, dans le sens où aujourd'hui on a énormément de mal à avoir un retour, et c'est pas mon camarade Jean-François, je dis camarade puisque je suis aussi réserviste dans son unité. Les chefs d'entreprise de TPE-PME ont toujours du mal à aller porter plainte, ils ont honte de ce qui leur est arrivé, alors que ça peut arriver à tout le monde. Je vais reprendre, pas à mon compte, mais je trouve intéressant la phrase de Vincent Strubel, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, qui est passé sur France Info il y a une semaine, puisque l'ANSSI a également publié son rapport. Et je trouve que son mot est très juste, il dit « Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être une cible pour être une victime ». Et c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on a de la pêche au chalut. Pour faire simple, on a des bases de données qui sont volées. Exemple, ce qui vient de se passer en France il y a peu de temps, notamment avec l'histoire des mutuelles, qui présente une base de données de mailing, puisque on va commencer déjà par envoyer un mail malveillant avec une pièce attachée qui contient éventuellement un rançongiciel. Donc vous imaginez, là on a eu aussi le vol de 41 millions d'informations sur France Travail. Ben, vous envoyez une campagne sur cette base-là, avec un rançongiciel que vous avez acheté dans le dark web, qui aujourd'hui, peu ou prou, coûte 100-200$ à peu près, le kit, avec le support, c'est-à-dire que vous avez un vrai logiciel supporté, correction de bugs, amélioration. Vous lancez votre campagne, et derrière, comme pour un chef d'entreprise qui va faire un emailing aujourd'hui, on a un taux de retour environ de 10 pour 10 000, c'est à peu près le taux de retour des emailings. Je vous laisse faire le calcul de ce qui tombe dans votre escarcelle. Ce qui veut dire que c'est une cybercriminalité qui ne va pas s'arrêter parce qu'elle est dirigée par la finance. Et clairement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable. On est à un marché mondial. C'est beaucoup plus intéressant dès lors qu'on est dans un pays où on a du mal, nous, gendarmerie et les autres pays avec lesquels on travaille, à aller chercher ces cybercriminels. Et pourtant, tu aurais pu parler de Loki il y a 3 semaines, on arrive quand même à les choper. Mais derrière, il y a un taux de retour qui est très intéressant et vous faites partie des victimes collatérales. Vous n'êtes pas visé particulièrement, mais vous êtes dans la nasse. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai eu des cas d'entreprises qui se sont fait rançonner, dont une qui s'est fait rançonner d'ailleurs 4 fois dans l'année. Alors, pourquoi ? Pour de bonnes raisons, parce qu'on avait analysé ça ultérieurement. On leur avait mis en place, puisque je l'ai revendu, une société informatique qui était labellisée Expert Cyber, donc label AFNOR décerné par Cybermalveillance. Et en fait, on leur a mis une infrastructure qui tenait la route.
Pour autant, c'était une imprimerie, et pour autant, un des imprimeurs, côté production, avait été chercher une fonte d'imprimerie sur un site illégal. Bien évidemment, il a récupéré la fonte gratuitement, mais il a récupéré aussi le rançon logiciel gratuitement, qui s'est propagé sur l'ensemble de l'entreprise et qui a chiffré toutes les données. Après remise en état, ça s'est repassé 6 mois après, et 6 mois après, et 6 mois après. Et en fait, on s'est aperçu que le chef d'entreprise à qui on avait mis en place une adresse, enfin un nom de domaine pour son entreprise, des adresses mail de son entreprise, continuait à utiliser toujours la même adresse Orange, ou Wanadoo à l'époque, depuis 20 ans, qu'il ne souhaitait pas en changer, et qu'il avait toujours le même mot de passe. Mot de passe qui déjà était en vente dans le dark web depuis X années. Donc tout ça est aussi passé au travers de son propre réseau. Donc on pourra revenir plus tard sur les différentes mesures qu'on peut mettre en œuvre, et notamment changer son mot de passe, et ça c'est un autre sujet. Mais il a quand même payé la rançon plusieurs fois, et au final, il a même fini par changer tout son parc informatique, donc je pense que son addition a dû se monter autour de 150 à 200 000 euros. Pour parler des ordres de virement, j'ai eu le cas aussi, donc il y a plusieurs méthodes, hein, bien évidemment, mais j'ai eu le cas avec une entreprise en région parisienne qui avait missionné une grosse société, un des Big Five, pour faire l'analyse de sa situation à l'étranger. Et à un moment donné, il y a un pirate qui s'est immiscé dans la conversation, qui a évacué des adresses mail le nom du patron, et qui a annoncé que leur société en Allemagne était en cours d'audit financier, et que du coup, le coût de la mission, 100 000 euros, devait être versé sur un compte temporaire qui était en Autriche. Ce qu'a fait la directrice financière. Elle n'a bien évidemment jamais récupéré l'argent. Effet de bord, elle s'est fait virer. Mais ils n'ont jamais récupéré ces 100 000 euros. Voilà. Donc c'est une autre façon de procéder. Et puis, je pense que j'ai beaucoup parlé, je vais quand même laisser Laurent s'exprimer. Mais c'est des cas qu'on voit tous les jours, malheureusement, c'est des cas qu'on voit tous les jours. Et parfois, je terminerai là-dessus parce que vous reviendrez sur le sujet, on a quand même des mesures à mettre en œuvre qui sont juste du bon sens. Dit autrement, il faut faire je vais commenter tout de suite. C'est vrai que le numérique nous a pris, pas par surprise, mais très rapidement. Et je ne parle même pas de l'intelligence artificielle. Mais à un moment donné, il faut se contextualiser en disant j'ai une vie numérique, j'ai une vie réelle. Est-ce que ce que je fais dans ma vie numérique, je le ferai dans ma vie réelle? Et si la réponse est non, ne le faites pas. Merci beaucoup. Monsieur Verdier. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à la Banque de France pour cette invitation à cette semaine de l'éducation financière. Donc, au nom de Jérôme Notin, directeur général du groupement d'intérêt public ACIMA, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Je vous remercie très chaleureusement. 3 termes ont été prononcés tout à l'heure lors de l'ouverture qui ont retenu mon attention. Neutralité, pédagogie et gratuité. C'est la substantifique moelle de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Donc on reste cohérent. Deuxième chose que je voulais souligner, la présence aujourd'hui du ministère de l'Intérieur, représenté par Jean-François, et d'une organisation patronale comme la CPME, qui sont tous les deux membres fondateurs historiques de notre groupement d'intérêt public. C'est dire qu'aujourd'hui, des alliances et des services sont présents, bien entendu, au service des chefs d'entreprise, mais également des associations, des particuliers, des collectivités territoriales. Très rapidement, donc je suis directeur du pôle sensibilisation. Très rapidement, Cybermalveillance Gouv.fr, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif national qui a été lancé en octobre 2017, suite au constat par nos autorités d'un trou dans la raquette en termes opérationnels, si vous me passez l'expression, en matière de protection, pour 3 missions essentielles en matière de protection des particuliers, des entreprises et des collectivités. La première, c'est une mission d'assistance, c'est-à-dire fournir immédiatement à quelqu'un qui pense ou qui est victime d'une cybermalveillance, quelle qu'elle soit, une aide, des recommandations d'urgence, des propositions d'orientation vers des plateformes spécialisées pour ce type de cybermalveillance ou pour déposer plainte, ou encore la mise en relation avec un prestataire informatique référencé sur la plateforme, que celui-ci soit un chef d'entreprise, un responsable de collectivité ou un particulier, sur tous nos territoires. Deuxième mission, concevoir et mettre à disposition de manière complètement gratuite des contenus d'information sur l'actualité des menaces, de définition des menaces et des outils de sensibilisation. Pareil, on parlait de pédagogie. Dans nos contenus, il n'y a aucun acronyme, aucun anglicisme, aucun nom de technologie. Nous voulons nous adresser à tout le monde.
Et vous le savez bien, quand on ne comprend pas quelque chose, il est compliqué derrière d'adopter des bonnes pratiques et des actions qui en découlent, hein, si on ne saisit pas les risques. Et enfin, troisième mission, celle d'observer justement le risque numérique, hein, fort de ces 2 premiers cercles vertueux, et de remonter ces éléments anonymisés, statistiques à nos autorités, pour mieux orienter avec les autres acteurs qui luttent contre les cybermalveillances et qui œuvrent dans le domaine du traitement judiciaire de la cybercriminalité. Voilà, donc nous contribuons ainsi, je pense, largement à cette tenue du dispositif national de lutte contre les cybermalveillances. Alors, Marc l'a évoqué, le hasard des dates fait bien les choses. Le 5 mars, nous avons publié, gratuitement bien sûr, et qui est téléchargeable sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, notre rapport d'activité qui inclut notre perception des menaces avec, pour l'année 2023, plus de 280 000 demandes d'assistance réalisées sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, dont 12 000 demandes émises par des professionnels, donc des entreprises, PME, TPE, ETI, associations. Et donc voilà, je vous en offre un exemplaire. Merci. Qu'est-ce que nous percevons en termes de risque pour les entreprises? Alors, un certain nombre de cybermalveillances ont été évoquées. La première marche du podium pour 2023 est occupée par ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure. Nos habitudes numériques se sont radicalement transformées ces dernières années. Alors effectivement, les confinements liés à la crise sanitaire ont contribué à cette évolution, ils l'ont peut-être accéléré. Néanmoins, la numérisation de très nombreux services, loisirs, culture, tout ce qu'on voudra, font qu'aujourd'hui, nous avons démultiplié les espaces, les comptes, les accès et les services, et que malheureusement, qu'on soit particulier ou professionnel, et que malheureusement, nous ne protégeons qu'avec souvent des mots de passe trop faibles, trop facilement devinable, ou alors un mot de passe fort, mais que nous allons utiliser pour l'ensemble de ces services. C'est-à-dire que si les attaquants se procurent d'une manière ou d'une autre ce mot de passe, ils ont l'intégralité aujourd'hui de nos activités, j'ai même envie de dire de nos identités numériques entre les mains. Donc ça, c'est vraiment la menace majeure que nous avons identifiée pour les entreprises, pour les professionnels en 2023. Deuxième menace, qui est beaucoup plus transverse à tous nos publics, bien sûr, l'hameçonnage. Faux mail, faux SMS, faux appel téléphonique frauduleux, par le biais duquel un interlocuteur va usurper la qualité d'un interlocuteur de confiance, d'un organisme connu ou d'une administration. Et sur la troisième marche du podium, ça a été évoqué par la gendarmerie nationale, ce qu'on appelle les rançongiciels, les ransomware. Je vais quelques instants m'intéresser à la quatrième marche de ce podium. On en parle rarement, c'est ce qu'on appelle les fraudes au virement. Alors, Marc l'a évoqué, mais elles ont connu une augmentation significative en 2023, plus 60% au niveau des demandes que nous prenons en compte, et elles recouvrent une réalité effectivement variée, mais qui peut occasionner des préjudices pour les professionnels significatifs. Ordre de virement frauduleux, RIB falsifié, toutes ces intrusions, toutes ces mises en situation, arnaque au président, qui ont pour but de provoquer un virement illégitime, infondé, et qui vont occasionner des préjudices parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une entreprise, et qui sont très difficiles à récupérer, puisque vous vous en doutez bien, ces virements partent, en très nombreux cas, à l'étranger. Donc voilà ce qu'on perçoit, mais je vous invite vraiment à télécharger notre rapport d'activité. Vous aurez une analyse beaucoup plus exhaustive et plus fine que celle que je fais devant vous aujourd'hui, et qui vous permettra vraiment de mieux percevoir l'ensemble des risques auxquels aujourd'hui sont confrontés, d'après notre perception, les PME et les TPE. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour ces exemples très concrets.